un peu plus tard. Allez, bonjour à tous, correction des exos du jour, 88 pour commencer. Alors, on relit l'énoncé. Maëlle rembourse les 2/3 de ce qu'elle doit, puis les 3/5 du reste. Elle doit encore 240 euros. Question, combien devait-elle? Alors, on va voir déjà combien est-ce qu'elle a remboursé. Alors, elle a remboursé les 2/3, puis elle a remboursé les 3/5 du reste. Mais le reste, c'est le reste de ce qui n'a pas été remboursé. Autrement dit, c'est le reste par rapport à 2/3. Qu'est-ce qui reste sur 2/3? Il reste 1/3. Donc il y a les 3/5 du tiers qu'elle rembourse. Donc du coup, elle va rembourser 2/3 plus 3/5 de 1/3. Vous avez dit la dernière fois qu'on prend une fraction d'une fraction, on multiplie ces fractions entre elles. Donc si elle rembourse les 3/5 du reste, elle rembourse les 3/5 de 1/3. Puisqu'ici, si elle a déjà remboursé 1/3, il reste 2/3, il lui reste encore 1/3 à rembourser. Et elle prend les 3/5 de ce tiers qui reste à rembourser. Donc il faut multiplier 3/5 par 1/3. Ici, on simplifie par 3. Je vois pas, pourtant moi j'ai le retour image, Nathan. Alors je peux relancer, mais... Est-ce que vous voyez les autres modèles? Est-ce que tu vois par exemple? Ou ça vient de Nathan? Ouais, donc ça vient de chez toi. Ah, ça vient de chez toi Nathan. Là, relance ta session, je sais pas si tous les autres voient sauf toi, c'est que ça vient de chez toi. Je mets, donc je disais, je simplifie ici par 3 et je me retrouve avec 2/3 plus 1/5. On met tout sur 15 en multipliant ici en haut et en bas par 5. Bonjour Mélissa, bonjour Victor. Donc je disais, je multiplie en haut et en bas par 5, je multiplie ici en haut et en bas par 3, je me retrouve avec 10/15 plus 3/15 qui fait 13/15. Donc ça c'est ce que j'ai remboursé. Elle a remboursé les 13/15 de ce qu'elle doit, donc du coup, elle a encore, la fraction qui reste à rembourser, c'est 2/15, puisque 15/15 moins 13/15, ça fait 2/15, donc c'est ce qui reste à rembourser. Et ça représente 240 euros. Donc ça veut dire que notre somme d'argent, quand on la multiplie par 2/15, eh bien ça vaut 240 euros. Donc notre somme d'argent, l'argent total qu'on devait, l'argent qu'on doit, quand on le multiplie par 2/15, 2/15 c'est ce qui nous reste à rembourser. D'accord? Et ce qui nous reste à rembourser, ben on sait que c'est ici, c'est 240 euros. Donc ça vaut 240 euros. Ce qui veut dire que pour trouver, j'écris très mal, pour trouver ce nombre-là, eh bien, il faut diviser 240 par 2/15. Donc c'est pour ça qu'ici, ils écrivent 240 divisé par 2/15, puisqu'il faut diviser ce nombre-là par cette fraction pour trouver l'argent qu'elle devait. C'est figé. Donc je relance. Oui, effectivement, ça écrit pas, oui. Ouais, là, ça doit être bon. Donc je disais, l'argent multiplié par 2/15 est égal à 240. Donc 240 divisé par 2/15, ça doit donner l'argent qu'elle devait au départ. Et quand on fait cette opération, 240 divisé par 2/15, ça fait 240 fois 15 douzième, fois 15 demi, pardon. Et ça, apparemment, ça vaut 1800. Alors je pense qu'il y a une petite erreur ici, puisqu'ils ont écrit 1800 et là 1880, donc à mon avis, il y a une petite erreur de calcul. Là, je vais le corriger. Des fois, il y a des petites bêtises dans les corrections. J'ai pas fait attention. J'arrive pas à modifier. 200, donc ça c'est A, qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est faux, c'est 1800 qu'il faut mettre. Sinon je peux faire un truc mieux, je prends ça, je copie, je colle et je mets par-dessus, comme ça c'est plus propre. Voilà, 1800, alors j'ai pas fait le calcul, mais a priori c'est ça, 240 divisé par 2 ça fait 120, 120 fois 15, ça fait bien 1800, là il n'y a pas d'erreur. Bon allez, je passe au suivant, je sais pas s'il y avait d'autres façons de faire. C'est écran noir, bah, je relance alors, moi j'ai pas d'écran noir chez moi. Alors, exo suivant. Alors, il fallait trouver des énoncés. J'espère que c'est OK là. Non, ça a l'air de planter. Ah bah ça a planté chez moi pourtant. Bon, si vous me dites que c'est bon, moi j'ai pas de retour pour le coup. Dans chaque exercice, dans chaque énoncé, dans chaque cas, écrire un énoncé du problème dont la solution correspond à l'expression. Alors il fallait trouver un énoncé qui se résolvait grâce à ce calcul.
Alors, bon, il y avait une correction qui était proposée qui était un peu compliquée, j'ai proposé un truc très simple. J'ai mangé la moitié d'un gâteau, et ma sœur les 3/8. Quelle fraction reste-t-il? Donc ça, c'est un tout petit énoncé qui doit tomber normalement sur ce calcul-là. La totalité de la chose, c'est 1. Et en fait, vous devez enlever à votre totalité 1 demi et les 3/8. Donc vous devez avoir un énoncé du type j'ai quelque chose, j'ai pris 1 demi du quelque chose, une autre personne a pris 3/8 du quelque chose, combien est-ce qu'il me reste en termes de fraction? Alors je peux pas vérifier tout ce que vous avez écrit là, c'est quasiment impossible, mais vous devez avoir un énoncé de ce type-là, du type, je répète, vous avez quelque chose, alors ça peut être des élèves, ça peut être de l'argent, ça peut être un gâteau, ça peut être ce que vous voulez, vous prenez la moitié de ce quelque chose, et une autre personne prend les 3/8 de ce même quelque chose. Combien est-ce qu'il reste en termes de fraction? Donc ça, c'est le type d'énoncé que vous devez avoir pour le 1. Pour le 2, alors quand on regarde l'énoncé, on voit 3/4 plus 2/3 fois 1/4. Alors déjà, on s'aperçoit ici quand même, le truc important, c'est qu'ici, il y a 3/4 et qu'ici, il y a 1/4. Une fois qu'on a pris les 3/4 de quelque chose, il reste 1/4. Donc là, il semblerait qu'on ait besoin d'un énoncé où on ait pris les 3/4 d'un objet ou d'une quantité, et sur ce qui reste, c'est-à-dire le quart, on a pris les 2/3. Et on veut savoir combien est-ce qu'on a pris au total. Donc il faut avoir un énoncé du type, j'ai quelque chose, de l'argent, des gens, n'importe quoi, je prends les 3/4, et après je prends les 2/3 de ce qui me reste. Combien est-ce que j'ai pris? Alors là, j'ai repris l'exemple de la correction, c'est à nouveau un gâteau. J'ai mangé les 3/4. Mon frère a mangé les 2/3 de ce qui reste. Donc les 2/3 du reste de 3/4, c'est-à-dire les 2/3 d'un quart. Combien est-ce qu'on a mangé à tous les deux? Alors à la place d'un gâteau, vous pouvez prendre de l'argent, vous pouvez prendre des gens dans une piscine, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait les 3/4 d'un quelque chose, et après les 2/3 du reste. Sans appeler le reste un quart. C'est à la personne qui lit l'énoncé de trouver que si on avait pris ici les 3/4, il va rester un quart. Bon, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Je laisse la correction. Au pire, si je vais trop vite, je mettrai une petite vidéo sur YouTube en lien sur Pronote à la date d'hier pour ceux qui n'ont pas le temps de prendre la correction, si je suis allé un petit peu trop vite. Donc là, j'ai essayé de faire un énoncé assez rapide. Et là, même petit énoncé, vous avez un gâteau, vous prenez les 3/4, une autre personne prend les 2/3 de ce qui reste. Quelle fraction est-ce qu'on a mangé à tous les deux? Allez, dernier exo à corriger. Le 102, alors celui-là, il n'était pas facile. Je ne sais pas si vous avez su le faire. Vous y êtes arrivé au 102? Bon, on va lire l'énoncé. Alors, imaginez une stratégie, raisonner, calculer, communiquer. Une enquête faite auprès des collégiens d'Udeville a permis de recueillir des informations suivantes. Alors, 7/30 des élèves interrogés n'ont pas de téléphone, 400 élèves possèdent un téléphone, pardon, 400 élèves possèdent un téléphone portable et un ordinateur. Un 6e des élèves interrogés n'ont pas d'ordinateur. Un 15e des élèves interrogés n'ont ni téléphone ni ordinateur. Question, combien de collégiens ont été interrogés pour réaliser cette enquête? Alors déjà, quand on lit l'énoncé, on voit que l'enquête porte sur le fait d'avoir un téléphone, pas de téléphone, un ordinateur, pas d'ordinateur. Ce qui fait du coup que finalement le groupe qu'on a interrogé, si je le schématise comme ça avec une bulle, eh bien en fait il y a 4 catégories de gens. 4 catégories de gens. Soit des gens qui ont un téléphone et un ordinateur, donc c'est les gens qui sont là dans ce tableau. Un téléphone et un ordinateur. Soit vous avez un téléphone et pas d'ordinateur, donc c'est les gens qui sont ici dans ce tableau. Soit une personne qui n'a pas de téléphone mais qui a un ordinateur, ou soit une personne qui n'a ni téléphone ni ordinateur. Et vous ne pouvez pas être autre part. Soit vous êtes là, soit vous êtes là, soit vous êtes là, soit vous êtes là. Mais vous n'êtes pas à 2 endroits en même temps, et vous ne pouvez pas vous trouver un endroit qui n'est pas dans ces 4 endroits. D'accord? On dit d'ailleurs, en termes ensemblistes, que ces 4 morceaux-là forment une partition de mon ensemble. Alors, j'essaye de remettre maintenant dans ce petit tableau toutes les informations de l'énoncé. Donc j'ai repris un petit peu ce schéma-là, mais je l'ai mis sous forme de tableau. Donc je suis forcément dans l'une de ces 4 cases, soit avec ordinateur et téléphone, soit avec téléphone sans ordinateur, soit sans téléphone avec ordinateur, ou soit sans téléphone sans ordinateur. Maintenant, quand j'ai l'énoncé, j'essaye de mettre les nombres dans ce tableau. 7/30 des élèves n'ont pas de téléphone portable. Alors 7/30, il ne va pas être directement dans l'une de ces cases, parce que 7/30, ça regroupe 2 sous-groupes, si je puis le dire, c'est-à-dire ça regroupe ces 2 cases-là en fait. Puisque les gens sans téléphone sont soit sans téléphone avec ordinateur, ou soit sans téléphone sans ordinateur. Et on sait que quand on additionne ces 2 fractions,
on va avoir 7 trentièmes. Alors là, juste pour être un petit peu plus clair, je vais raisonner en termes de fractions. Je ne vais pas mettre des nombres ici, je vais mettre quelle fraction il y a de personnes ici, quelle fréquence de personnes sont ici, quelle fréquence ici il y a de personnes qui sont dans cette case, etc. etc. Et normalement, la somme de ces 4 cases, si vous réfléchissez bien, ça doit faire 100%. Ou 30 sur 30, ou 15 sur 15, c'est-à-dire que je dois avoir une fraction qui est avec un numérateur identique, c'est-à-dire au final 1. Donc quand je vais additionner ces 4 fractions, je dois tomber sur 1. Donc premier nombre que j'ai mis, 7 trentièmes. 7 trentièmes, il est bien dans cette case, puisqu'il regroupe toutes les personnes qui n'ont pas de téléphone, c'est-à-dire avec ordinateur ou sans ordinateur. Donc 7 trentièmes, c'est mis ici. 400, alors 400, je ne le mets pas dans le tableau, parce que j'ai dit que mon tableau, je travaillais avec des fractions, mais je sais que 400, ça correspond au nombre de personnes qui sont ici. Un téléphone portable et un ordinateur, c'est bien ici. Ensuite, 1/6 des élèves n'ont pas d'ordinateur. Alors ne pas avoir d'ordinateur, c'est être dans cette colonne. Donc 1/6, en fait, c'est l'addition de ces deux fractions. Ça plus ça doit donner 1/6. Et une dernière info que je n'ai pas écrit, 1/15 des élèves n'ont ni téléphone portable ni ordinateur. Alors ceux-là, ils sont forcément ici. Il y a 1/15 des gens qui sont dans cette case. Une fois que j'ai ça, je vais essayer de remplir tout le reste de mon tableau. Alors comment procéder? On peut faire ça de plusieurs façons. On peut trouver le nombre qui est là, ou le nombre qui est là. Ou le nombre qui est là. On peut vraiment avancer un petit peu comme on veut. Alors on va peut-être commencer par ce nombre-là. Si on réfléchit bien, s'il y a 1/6 des gens qui sont là-dedans, ici, qu'est-ce qui reste? Il reste les 5/6. Donc là, alors je vais remplir tout le tableau, mais vous allez voir que ce n'est pas nécessaire. Et je mettrai à chaque fois toutes mes fractions, je vais les mettre sur 30, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une fraction sur 30, une fraction sur 6 et une fraction sur 15, si on veut additionner et soustraire facilement ces trois fractions, il faut tout mettre sur 30. Donc les fractions sur 15, je les multiplierai en haut et en bas par 2, les fractions sur 6, je les multiplierai en haut et en bas par 5. Donc là, 5/6, je l'ai tout de suite mis sur 30. Je multiplie en haut et en bas par 5. Ensuite, j'avance. Si ici, j'ai 7 trentièmes, je peux en conclure que forcément ici j'ai 23 trentièmes, puisque 23 trentièmes plus 7 trentièmes, ici en dessous ça doit faire 30 trentièmes, c'est-à-dire je dois avoir ma totalité. Et d'ailleurs on remarque ici que ça marche aussi, 5/6 plus 1/6, ça fait bien 6/6 ou 30 trentièmes qui fait bien 1. Alors j'ai encore des nombres à mettre. Ici, si j'ai 5 trentièmes, pardon, si j'ai 2 trentièmes ici et que j'ai 7 trentièmes ici, ça veut dire qu'ici il me manque 5 trentièmes. D'accord? Ici, même idée. Si j'ai 2 trentièmes ici et 5 trentièmes ici, ça veut dire qu'au-dessus, il me manque 3 trentièmes. Et maintenant, qu'est-ce qui me manque comme fraction ici? Alors, il y a plein de façons de le faire. Soit on regarde ce qui nous manque pour arriver avec 30 trentièmes, ce qui nous manque pour arriver à 30 trentièmes avec ces 4 cases, ces 3 cases-là. Donc là, j'ai 5 trentièmes plus 2 trentièmes plus 3 trentièmes, 5 plus 2, ça fait 7. Je suis à 10 trentièmes. 10 trentièmes, qu'est-ce qui me manque pour arriver à 30 trentièmes? Il me manque 20 trentièmes. Soit je regarde ce qui me manque pour arriver de là à là. Ça plus ça doit faire ça. Donc là, il manque aussi 20 trentièmes. Ou soit je regarde ce qui manque ici pour arriver là. Ce nombre-là plus celui-là, ça doit donner celui-là. Et 5 trentièmes plus quelque chose égale à 25 trentièmes. Je tombe dans les 3 cas, je tombe toujours sur 20 trentièmes. Donc ici, je l'écris là, 20 sur 30. J'ai forcément 20 trentièmes des personnes qui sont avec ordinateur et téléphone. Donc si 20 trentièmes des gens ont un ordinateur et un téléphone, ça veut dire qu'il y a 600 personnes au total. Donc là en fait il faut diviser 400 divisé par, entre parenthèses, 2 sur 3. J'arrive pas à écrire diviser, c'est dommage. Et ça fait 600. Donc il y a en fait 600 personnes qui ont été interrogées. 600 personnes ont été interrogées. Prise avec un S. Hop. Pardon, c'est pas 60, c'est 600. Hop. Oui, c'est ça, il faut diviser. 400 divisé par 2 tiers. J'ai pas le symbole divisé là, donc j'ai remis ce symbole-là. Divisé, si vous préférez. Divisé. Et 400 divisé par 2 tiers, ça revient en fait à 400 fois 3 demi. Qui fait bien 600. Puisque divisé par 2 tiers, ça revient à multiplier par l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire multiplié par 3 demi. Bon, alors c'est pas un exo facile ça, hein. C'est pas un exo facile, il fallait penser à faire un tableau pour bien, bien placer toutes ces informations et voir que finalement on était dans l'un de ces 4 cas,
c'est-à-dire dans l'une de ces 4 cases, et que dans chacune de ces cases, il y avait une fraction qui correspondait à ma totalité. Là, il y a 20 trentièmes des gens, là, il y a 3 trentièmes des gens, là, il y a 5 trentièmes des gens, là, il y a 2 trentièmes des gens, et la somme de tous ces trentièmes, ça fait 30 trentièmes. D'accord ? Et ici, finalement, il y a 2 tiers des gens, et ces 2 tiers, c'est 400 personnes. Donc si les 2 tiers, c'est 400 personnes, ça veut dire qu'un tiers, c'est 200 personnes, et donc il y avait bien 600 personnes au total. Bon, allez, j'avance. Si je suis allé trop vite, vous regarderez la vidéo, puis vous referez un replay en faisant des pauses. On arrive... alors, je vais changer de chapitre, puisque je regarde un peu la progression, là on est plutôt en retard, donc il faut avancer. Donc je vous propose de passer sur un nouveau chapitre qui est le chapitre sur les puissances. Alors normalement il y avait un petit QCM avant que je voulais faire avec vous, il n'a pas été mis. Alors avant de se lancer là-dedans, je vous mets un petit QCM du livre, je vous fais la capture tout de suite. 2 secondes, c'est à la page... Alors c'est la page 80, je ne sais pas si vous le voyez, je fais une capture. Hop. Page 80 du bouquin. On va essayer de faire ça pour commencer. Je pense que ça va vous aider à comprendre un petit peu le chapitre sur les puissances. Alors j'espère que tout le monde voit bien. Alors vous avez 5 questions, et à chaque fois il faut dire... Ah, il peut y avoir plusieurs réponses, alors du coup je pourrais peut-être pas faire de sondage, parce que moi dans mes sondages on peut choisir qu'une seule réponse. Donc, je vais essayer d'en faire quand même certains, ça se trouve il y aura peut-être pas 36 réponses à chaque fois. Alors première question, le produit de 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, pardon, manquait peut-être un, est égal à 16, 10, 32. Alors vous allez mettre dans le sondage les réponses. Je vais faire un petit sondage, Phoebe, 2 secondes. Je lance le sondage. Alors pour le 1, est-ce que vous me proposez le A, le B, le C? Pour ça, normalement, c'est pas dur. Il n'y a pas de grosse difficulté là. Il suffit de savoir compter. Alors il y a quand même une erreur à pas faire. Ah, il y en a qui l'ont fait. Faites. Alors, il y en a 2 qui sont tombés dans le panneau, c'est qui? Alors, il faut cliquer dessus, hein, c'est pas la peine. Ah, Esteban, tu es là. Tu étais disparu depuis plusieurs semaines. Hein. T'as enfin retrouvé. Alors, effectivement, c'est la réponse C. Quand on multiplie 2 par 2 par 2, 2 fois 2, ça fait 8. 8 fois... Pardon, 2 fois 2, ça fait 4, n'importe quoi. 4 fois 2, 8. 16, et après on est bien sur 32, donc c'est bien la réponse C. Il y en a 2 qui sont trompés. Alors, l'erreur à pas faire, c'est de voir des plus ici. D'accord, de faire 2 plus 2 plus 2 plus 2 et trouver 10. Et pour trouver 16, de toute façon, je pense que là, vous avez loupé un 8, tout simplement. Allez, je coupe. Question suivante, bon, ça, c'est vraiment pas dur. Hein. Petit sondage, c'est un peu pour se mettre en jambe et s'amuser. Le 2, qu'est-ce que vous me proposez? Le A, le B, le C. Hop. Alors, je vous mets le sondage. Ah oui, alors là, le sondage, ça va peut-être... Oui, le sondage, c'est un peu embêtant, oui. Parce qu'on l'avait dit tout à l'heure, il y a plusieurs réponses. Donc là, vous en mettez une des 2. Bon, effectivement, bon, je vais couper le sondage parce que là, c'est pas très approprié. Vous avez raison de mettre les réponses dans le chat parce qu'on ne peut pas répondre sur le sondage de réponses. Donc effectivement, vous avez raison, c'est 9 et 3 au carré. Ça, c'est exactement 2 réponses qui conviennent. Le carré de 3, c'est 3 multiplié par 3. Et 3 fois 3, ça fait 9, ou ça s'écrit 3 au carré. Alors 3 au carré, ne faites pas cette erreur que font plein d'élèves. Ils pensent que 3 au carré, c'est 3 fois 2. 3 au carré, c'est pas 3 fois 2. 3 au carré, c'est 3 qui est multiplié par lui-même, donc c'est 3 fois 3 qui fait absolument pas 6, qui fait 9. Je vais peut-être entourer les bonnes réponses. Donc là, on avait trouvé le C, ici le 9, et là, 3 au carré. Ensuite, on passe à celui-là. Alors là, je pense que le sondage peut s'y être approprié, puisqu'il y a 3 réponses différentes. Clairement, sondage, question 3, mise à jour. Alors, est-ce que ça apparaît? Oui, ça apparaît, vous pouvez choisir la bonne réponse. Alors, moins 5 au carré. Alors, moins 5, faites attention, il y a des parenthèses ici, qui sont vraiment pas là pour faire joli. Vous pouvez pas répondre sur le sondage?
Parce que moi, je vois apparaître le sondage, donc vous devez l'avoir aussi. Ah si, vous avez déjà répondu, autant pour moi. Alors, A, B ou C? Donc je répète, moins 5 entre parenthèses au carré signifie que le nombre qui est mis au carré, c'est moins 5. Donc si c'est moins 5 qui est mis au carré, quel calcul je fais? Ben, je multiplie moins 5 par lui-même. Et moins 5 par lui-même, j'en vois plein qui se plantent là. Ah, il y en a presque moitié-moitié. Ah, vous êtes à 8-8 là. Il manque 7 réponses. Donc là c'est intéressant, si vous vous trompez, ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises là-dessus. Alors j'attends, j'ai encore 6 réponses en attente là. Qu'est-ce qui n'a pas répondu? Alors qui est-ce qui dort? Lily Rose, j'ai pas de réponse. Louis, j'ai pas de réponse. Victor, j'ai pas de réponse. J'ai pas le sondage. Tu cliques en bas, à côté de ta main levée, tu dois avoir une petite icône sondage. Elle apparaît ou elle disparaît et après tu cliques dessus. Bon. Allez, je vous donne la réponse. J'affiche les bonnes réponses quand même. Donc la bonne réponse, c'est effectivement le C. Là, vous êtes nombreux à vous être trompés. Donc je réexplique doucement. Moins 5, il est mis entre parenthèses et il est au carré. Donc moins 5, je le mets entre parenthèses et je le mets au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que c'est moins 5 que je vais multiplier par lui-même, puisqu'il est mis au carré. Donc c'est moins 5 fois moins 5. Mais si vous vous souvenez de ce qu'on a vu en début d'année, la règle des signes nous dit que quand on multiplie deux nombres négatifs ensemble, le résultat est toujours positif. Donc moins 5 fois moins 5, ça fait plus, et derrière 25. Donc plus 25. Donc il n'y a pas de moins ici. Alors il y aurait eu un moins si vous aviez écrit le calcul comme ceci. Si vous écrivez ça, ça vaut bien moins 25. Alors je m'explique. Pourquoi ça vaut moins 25 et l'autre vaut 25? Eh bien là, en fait, le carré, ce qu'il faut comprendre, c'est que le carré, il s'applique seulement sur le 5. Et après, je mets un moins devant. C'est-à-dire, je calcule 5 au carré, ça fait 25, et je mets mon moins devant, c'est-à-dire qu'en fait, le carré ne s'applique pas du tout sur ce moins. D'accord? Donc là, la bonne réponse, c'est le C. Allez, le D, pardon, le 4. Le 4, quand vous multipliez... il y a peut-être plusieurs bonnes réponses, là je ne sais pas. Quand vous multipliez 18,3 par 1000, bah, ça marche. Multiplié par 1000, vous avez dû voir ça en sixième, ça revient à décaler la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc la virgule était là, je la multiplie par 1000, 1, 2, 3, donc je tombe bien là-dessus, donc ça c'est bon. Pour le B, alors, il faut vérifier s'il n'y a pas d'autres bonnes réponses. Pour le B, quand je multiplie 1,83 par 0,0001, alors il y a combien de zéros? Il y en a 1, 2, 3, 4, ce qui veut dire que la virgule doit se décaler de 4 rangs vers la gauche. Bon, ça ne donnera jamais ça. Quand on multiplie par des sous-multiples de 1, enfin des sous-multiples de 10, pardon, oui c'est ça, la virgule se décale vers la gauche. Alors vous faites quoi après? Attendez, bah, j'ai un énoncé que j'ai fait moi-même, il faut attendre quelques secondes. Je corrige rapidement, parce qu'il y en a qui s'ennuient visiblement. Ici, j'ai pas vérifié, ça c'est pas bon. Et le dernier, 78,5 fois 0,01, donc il y a 3 zéros ici, donc vous devez décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. Alors quelle est la bonne réponse? Bah, c'est clairement 3 rangs vers la gauche. Attendez, je vais le faire. La virgule elle est là, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, donc ça fait 0, j'arrive pas à écrire, 0,0, donc c'est le A plutôt. Cyprien me disait le C, et moi je vois plutôt le A. Quand vous décalez la virgule ici de 3 rangs vers la gauche, la virgule elle était là, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Donc c'est bien le A. Allez, on passe au suivant. J'efface mon petit gribouillis là. Hop. On passe au suivant. Alors ça c'est pas un exo du livre, c'est un exo que je vous ai fait juste pour vous, c'est moi qui l'ai écrit, j'espère qu'il n'y a pas de bêtises, je suis en train de voir qu'il y avait une faute d'orthographe ici, une situation existante, c'est un participe présent, je crois que c'est un A. Oui. Alors, je vous ai créé un petit exercice en adéquation un petit peu avec ce qui se passe en ce moment, pardon. Alors, vous pouvez mettre dans votre cahier activité maison ou activité monsieur Lecos, c'est moi qui ai fait l'énoncé, activité Mr. Lecos. Donc c'est moi qui ai créé l'exo, j'espère qu'il n'y a pas de bêtises dedans, normalement je l'ai relu plusieurs fois, j'espère que ça va aller. Alors, on lit l'énoncé.
Et puis, alors vous allez peut-être pas tout recopier parce que ça va être un peu pénible, mais je vais vous demander juste de refaire ce dessin. Je pense que ce petit dessin, il schématise bien ce qui se passe ici. Alors, un virus mystérieux se reproduit sur Terre de la façon suivante. Chaque semaine, une personne infectée par ce virus le transmet à 4 personnes. Donc quand vous avez une personne qui est malade, elle le transmet à 4 nouvelles personnes. Alors ça, dans les maladies infectieuses, on dit que le virus en question, il a un R0 de 4. Donc ce R0 de 4, c'est justement son taux de reproduction, en quelque sorte, à ce virus, c'est-à-dire que chaque personne va le refiler, en quelque sorte, à 4 nouvelles personnes. Donc dans ces 4 nouvelles personnes, il n'y a plus celui-là. C'est-à-dire qu'au final, là, il y a 5 nouvelles personnes. D'accord ? Alors au jour 0, c'est-à-dire au tout début du phénomène, il n'y a qu'une seule personne infectée. Alors première question, petit a, combien de personnes seront infectées lors de la 4e semaine ? Donc j'ai mis lors de, j'ai pas mis au total. Donc lors de la 4e semaine. Alors si vous avez du mal à trouver la réponse ici de la 4e semaine, bah, posez-vous la question, première semaine, combien il y a de personnes infectées ? Deuxième semaine, combien de personnes infectées ? Troisième semaine, combien de personnes infectées ? Etc. etc. Petit b, combien de personnes seront infectées lors de la 8e semaine ? Alors ici, on lira ça ensemble tout à l'heure. Et petit c, combien faudra-t-il, alors ça c'est pas facile, combien faudra-t-il de semaines pour avoir environ 1 milliard de nouvelles personnes infectées lors de cette semaine ? Alors je vous laisse au moins me répondre dans le chat les réponses ici pour le A et pour le B. Donc je vous laisse un peu de temps. Alors je vous conseille très fortement de sortir la calculatrice là. Surtout pour le dernier. Je pense que le dernier, vous ne le ferez pas sans calculette. Alors moi je vais faire pareil, je vais sortir ma calculatrice. Alors c'est une personne différente chaque semaine. Oui, c'est les nouvelles personnes qu'on compte. Celui, c'est ce que j'ai dit là, Phoebe, celui-là, il n'est pas compté dans cela. Donc c'est vraiment des nouvelles personnes qui sont affectées. Mais d'où dans cet exercice, à chaque fois, on va se contenter de regarder les nouvelles personnes affectées lors de la énième semaine. Donc on ne regarde pas la globalité, c'est-à-dire on n'additionne pas tout. Alors, est-ce que vous voyez la calculatrice si je la mets là? Ouais, vous voyez la calculatrice, super. Et je vais aussi ouvrir un tableur, ça peut être sympa. Vous allez voir ce qu'on peut faire avec un tableur. Alors faites-le par étapes. Hein. Et attention, il y a une petite chose importante, c'est lors de la 4e semaine. Hein. C'est pas, on n'additionne pas tous les infectés qui ont été infectés pendant les 3 premières semaines, on compte que les nouveaux infectés lors de la 4e semaine. Comme ça, l'exercice est un peu plus simple. Alors, j'ai mis un tableur ici, excusez-moi, parce que vous avez peut-être besoin de l'énoncer. Alors, je vois pas beaucoup de bonnes réponses, là. Ah, enfin, oui. Parce qu'il y en a pas mal qui m'avaient répondu 20, mais 20, c'est pas un multiple de 4, donc je vois pas comment ça peut être la bonne réponse. Puisqu'en fait, si vous réfléchissez un petit peu, vous allez compter de... Alors, pas de 4 en 4, mais... Bon, je vais pas vous donner la réponse non plus, mais... Alors, j'ai petit b, ouais, c'est ça. Alors, petit b, 4. Petit b, il y a du monde, hein. Petit b, c'est la 8e semaine, hein. Je ne sais pas où vous allez me chercher ces tout petits nombres-là. 8e semaine, ça fait du nombre. Donc pour le B, là, j'ai pas vu une seule fois la bonne réponse. Hein. Alors, je vous mets un petit tableur là à côté, ici, pour que vous compreniez un petit peu. J'espère que vous le voyez bien. Vous me dites si. Normalement, j'ai le retour image, donc c'est que c'est bon. Je vais peut-être fermer le sondage aussi, qui ne vous sert plus à rien.
Hop. Alors j'ai mis ça comme ça, tiens, je vais centrer mes résultats. Ici, alors j'avais mis jour 0, ça aurait été plus judicieux de mettre semaine 0, puisque au début j'avais fait un exercice où on comptait de jour en jour, et puis finalement j'ai mis de semaine en semaine pour être un peu plus avec ce qui se passe en ce moment. Semaine 0, une personne infectée. Donc semaine 0, ce que j'appelle semaine 0, c'est le début de l'épidémie. Tout début, on a une seule personne infectée. Donc là je mets le nombre de personnes infectées. Il faudrait peut-être que je le mette d'ailleurs, tiens, je vais insérer une ligne. Nombre de personnes affectées. J'oublierai ça, non, personne. Une personne. Ensuite, chaque personne, quand on a une personne infectée, on a vu qu'elle refilait le virus à 4 personnes lors de la première semaine. Donc ici, on est à 4. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Chacune des personnes qui ont été nouvellement infectées, là, ces 4 nouvelles personnes, vont aussi redonner le virus à 4 nouvelles personnes. Donc elle va le redonner à 4 personnes, lui va le redonner à 4 personnes, lui aussi à 4 personnes, et lui aussi à 4 personnes. Donc au final, à la fin de la deuxième semaine, on aura 4 fois 4 personnes nouvellement infectées lors de cette semaine. Ici, là, si je continue mon schéma, bon, je ne peux pas trop le faire, mais si je continue le schéma, ça, je suis à la semaine 0, ça, c'est la semaine 1, j'ai 4 personnes infectées, et sur la semaine 2, je vais avoir 4 fois 4 personnes infectées, puisque chacune de ces personnes va donner le virus à 4 personnes. Donc, il y a 16 personnes qui vont être infectées lors de la deuxième semaine. Donc ici, je suis à 16, c'est-à-dire à 4 fois 4. 4 fois 4. Alors, il faut mettre un égal, je crois, devant pour que ça calcule. 4 fois 4. Très. Ici, on commence à comprendre ce qui se passe. Lors de la troisième semaine, les 16 personnes infectées vont le refiler à 4 personnes. Chaque personne infectée va le refiler à 4 nouvelles personnes. Mais il y avait 16 personnes infectées, donc on se retrouve avec 16 fois 4 nouvelles personnes infectées dans cette semaine, donc 16 fois 4. Et puis là, on commence un petit peu à savoir ce qui... Je vais le taper, j'ai mis un divisé au lieu d'un fois. Il y a un micro activé là. 64. Et puis maintenant, je vois ce qui se passe. En fait, à chaque fois, le nombre de personnes qui étaient infectées ici, chacune vont le redonner à 4 personnes. Émilie, tu as ton micro, je crois, il me semble. Bon. Et ainsi de suite. Donc là, maintenant, je multiplie par 4. Alors, encore par 4. Donc, je vais faire égal la réponse qui est là fois 4, etc. Je mets peut-être l'énoncé pour ceux qui veulent réfléchir au problème en même temps. C'est pas facile pour moi. Attendez, je vais gérer ça et ça. Je vais le mettre comme ça, ce sera moins gênant pour vous. La dernière question, c'est combien de personnes pour avoir 1 milliard? Combien de semaines, pardon, pour qu'il y ait de personnes infectées qui sont à peu près égales à 1 milliard dans cette semaine. Donc là, j'ai la réponse de la semaine 4. La semaine 4, je ne sais pas si il y en a beaucoup qui m'ont répondu 256. Première semaine, donc 4 personnes infectées. Deuxième semaine, 16 personnes infectées. Troisième semaine, 64 personnes infectées. Et quatrième semaine, je cherche la bonne réponse, mais je la vois nulle part. Donc j'ai 256 personnes infectées. Ah si, Émilie, elle a eu le 256. Je crois que c'est la seule qui est bien répondu. D'accord? Et maintenant, je continue. Mes 256 personnes ici, elles vont redonner, donc là, je peux continuer mon raisonnement pour faire la question, pour faire la question B. Tiens, je vous laisse un petit peu chercher parce que je n'ai pas vu de bonne réponse. Essayez de me trouver maintenant pour la semaine 8. Le secret pour voir, c'est d'attendre 2 secondes. Qu'est-ce qu'il raconte, Ambre? Alors, Maïna me propose ça comme réponse. Maïna, je suis d'accord. Très bien. Alors, on peut aussi le faire à la calculatrice. Là, je vous l'ai fait avec Excel. Mais je pense que si vous sortez la calculatrice, vous faites un truc du genre 4 fois 4 fois 4 fois 4. Ça, c'est au bout de la 4e semaine. Au bout de la 4e semaine, on a bien 256. Et puis après, il y a encore 4 semaines à passer. Donc, ces 256 personnes-là, ils vont le redonner à 4 nouvelles personnes. Donc ça, c'est la fin de la 5e semaine. À la 6e semaine, vous refaites x4, etc., etc. Oui, bien vu, Cyprien, c'est plus malin de faire comme ça, oui. Donc je vous laisse faire, j'ai pas trop de bonnes réponses, là j'en ai que 5 ou 6 qui m'ont bien répondu. Ouais, c'est ça, Gabriel, très bien. Ah, Victor félicite Cyprien, je suppose.
C'est bien, on s'encourage mutuellement dans le chat. Alors effectivement, j'ai vu la réponse à plusieurs reprises. C'est bien 65 000, oui c'est ça Phoebe et Pierce, c'est bien 65 536, donc je remultiplie par 4 jusqu'à avoir, comment dire, la 8e semaine, donc là je ne sais plus trop où j'en étais, je crois que j'étais dans ma 5e semaine, et là je devais être à la 7e, oui tout à l'heure, je fais des bêtises, donc ça c'est le nombre de personnes qu'il y a à la 8e semaine, affectées lors de la 8e semaine. Alors je revérifie avec le tableur, ce sera plus simple. Égale 4 fois ça. Alors au passage, je ne sais pas si vous connaissez cette petite poignée là, c'est très pratique. Quand je tire, je vais appliquer comment dire, cette case-là, je l'ai calculée en fonction de cette case-là. Ah, pardon, je m'exprime mal. Cette case-là, je l'ai calculée en fonction de cette case-là d'une certaine façon. En fait, si vous regardez bien ce que j'ai fait égal la case qui est au-dessus fois 4. La case C6 est multipliée par 4. Et quand je tire la poignée, en fait, il va programmer cette case-là de la même façon que j'avais programmé celle-là en fonction de celle-là. C'est-à-dire qu'il va multiplier la case qui est au-dessus par 4 pour trouver celle qui est en dessous. Et quand je tire ma poignée, il continue à faire ça pour toutes les autres cases. Et je vais avoir comme ça toutes les réponses qui m'intéressent. Et là, je suis au nombre de personnes affectées lors de la 8e semaine. Donc c'est bien 65 536 que j'avais trouvé aussi avec la calculatrice. Donc là, on va peut-être mettre les réponses à un moment quand même. Petit a, ici, il faudrait que j'écrive les réponses. Donc, je vais enlever ce dessin. Donc là, vous avez trouvé. Bon, vous m'excuserez, je ne fais pas de phrase réponse. Je suis comme vous dans le chat. 65 536. Alors, question un peu plus dure. Bon, normalement, il faut faire des phrases réponses. Hein. Et là, c'est un petit peu gênant pour moi. Alors, petit texte là. Je vous ai expliqué en fait ce qu'on vient de calculer. C'est 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4. Ça, c'est un produit où on a 8 facteurs. Alors les facteurs, ce sont les nombres qui sont multipliés. Donc j'ai bien 8 nombres qui sont multipliés entre eux. Et tous ces facteurs, ils sont égaux à 4. C'est-à-dire on a une multiplication où tous les nombres qu'on multiplie, ce sont les mêmes. D'accord? Et bien quand vous avez ce genre de multiplication où tous les nombres qu'on multiplie qui sont les mêmes, on appelle ça une puissance de 4. Alors, une puissance de 4 parce que les facteurs identiques ici sont égaux à 4. Mais si j'avais multiplié que des 3 entre eux, j'aurais appelé ça une puissance de 3. Si j'avais multiplié que des 5 entre eux, j'aurais appelé ça une puissance de 5. On écoute s'il vous plaît. Donc là, j'ai mis que ce genre de calcul-là, imaginez que j'en ai 36 des 4 à multiplier entre eux. Je ne vais pas écrire 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4, 4. Et bien il y a une notation qui permet d'éviter d'écrire tous les 4. Là, par exemple, quand j'ai 8 facteurs égaux à 4, on note ça 4 avec un petit 8 en haut. Et ça se note 4 puissance 8. Donc je le dis bien doucement, ça parce que c'est vraiment important, c'est le chapitre qu'on va aborder pendant quelques semaines là, sur ces notations-là. Donc quand vous multipliez des nombres comme ça à l'identique par eux-mêmes, vous comptez le nombre de fois à l'identique où apparaît ce nom, ici il y en a 8 identiques, et bien le nombre de facteurs identiques, on le met en haut, on appelle ça l'exposant. Et le nombre qu'on a multiplié, le facteur identique, on le met en bas, enfin, on le met en gros. Donc ça veut dire que j'ai multiplié 4 8 fois par lui-même. Alors attention, ce truc-là, vous allez écrire dans quelques temps, vous allez croire que ça c'est 4 x 8. Ça, c'est pas 4 x 8. 4 x 8, ça fait 32. Quand vous avez fait ce calcul-là, vous avez trouvé 65 536. En fait, vous allez confondre, dans très peu de temps, vous allez confondre 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 avec 4 x 4 x 4 x 4 x 4. Si vous faites 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, et s'il y a 8 4 là-dedans, vous faites 4 x 8. Mais si vous faites 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4, avec 8 facteurs égaux à 4, ça fait 4 puissance 8, qui n'a rien à voir avec 4 x 8. Donc confondez pas 4 puissance 8 et 4 x 8, s'il vous plaît, ça n'a absolument rien à voir en termes de taille. Alors, dernière question, et là, ça, c'est pas facile. Combien faudra-t-il de semaines pour avoir environ 1 milliard de nouvelles personnes? Alors là, si vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait avec le tableur, eh bien, il faut continuer à multiplier par 4 jusqu'à ce qu'on ait une semaine où ça dépasse 1 milliard de personnes. Exactement, Esteban. C'est comme au carré. Quand tu mets 4 puissance 2, je vous en aurais parlé tout à l'heure, 4 puissance 2, eh ben, c'est qu'on fait 4 x 4. Et on ne fait pas 4 x 2. Et bien 4 puissance 8, c'est 4 x 4 x 4. Donc ça, c'est absolument pas égal à 4 x 2. 4 x 2, ça fait 8. 4 x 4, ça fait 16. Donc ça, c'est pas égal à 4 x 2, c'est égal à 4 x 4. Et pareil pour les cubes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des cubes, oui, je pense quand même, 4 au cube, c'est 4 puissance 3. Et 4 au carré, c'est 4 puissance 2. Alors, combien de semaines pour atteindre 1 milliard de nouvelles personnes?
bah, vous prenez votre calculatrice et puis vous continuez à multiplier par 4 et vous comptez le nombre de fois que vous avez multiplié par 4. Et le nombre de fois que vous avez multiplié par 4, c'est votre nombre de semaines. Et il faut qu'ici, le nombre qui apparaisse, c'est-à-dire le nombre d'infectés lors de cette semaine, dépasse 1 milliard ou soit à peu près égal à 1 milliard. Alors, il y a Émilie qui m'a donné, je crois, la bonne réponse. Enfin, j'espère, je ne me souviens plus trop de la réponse en fait. Alors, je crois qu'il faut que je continue sur le tableur, parce que je m'étais arrêté à la 12e semaine, mais visiblement, ce n'est pas vrai. Voilà, j'ai la réponse qui apparaît. Ouais, c'est ça, Lily Rose, très bien. Alors, ceux qui ont fini peuvent commencer à lire le cours qui est à la page 82 du bouquin. Ceux qui m'ont donné les bonnes réponses, là, Émilie et Lily Rose, vous prenez la page 82, puis vous lisez ça, et on vous rejoint dans quelques instants. Les autres, continuent à chercher quand est-ce que on aura 1 milliard de nouvelles personnes infectées, enfin, quelle est la semaine où il y aura 1 milliard de personnes qui seront infectées lors de cette semaine. Euh, Pardon. C'est moi. C'est ma faute. Excusez-moi, c'est moi, j'ai relancé une session élève et il y a eu le Larsen qui s'est reproduit parce que... Ouais, c'est bien Gabriel, c'est ça. Anaïs, bien joué, oui, c'est ça. Ressemblance, j'ai fait une belle faute d'orthographe là depuis tout à l'heure, là, ça me brûle les yeux, personne ne me l'a dit. Ressemblance, c'est un A. Hein. Alors ça tombe pas pile, j'ai mis, regarde Cyprien, j'ai mis ici environ. Parce que c'est dur effectivement de tomber sur pile, mais tu tombes vraiment pas très loin d'un milliard. Donc effectivement, vous êtes nombreux à avoir donné la bonne réponse. Bien joué à tous ceux. Anaïs, Victor, Camille, la super. Manon aussi. Cyprien, du coup, est-ce que j'ai vu la bonne réponse? Je ne sais plus. Voilà, 15e semaine, c'est ça, vous êtes nombreux à me l'avoir mis. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Soit on prend la calculatrice et puis on multiplie 4 par 4 par 4 par 4 et puis on compte combien il faut de 4 pour que ça dépasse 1 milliard ou que ce soit à peu près égal à 1 milliard. Et quand vous faites ça, la calculatrice, alors si je retrouve ma calculatrice qui a disparu, elle est là. Quand vous faites ça, eh bien vous faites 4 fois 4 fois 4, alors vous testez. Là, j'en mets, je sais déjà que ça dépasse 8, donc j'en mets, alors j'en ai mis combien là? J'en ai mis 8, non là j'en suis à 7. Donc 7, je sais qu'on avait calculé 65 000. Donc j'en rajoute quelques-uns, je mets au pif, j'en rajoute 2 là, je suis à 10. Alors ce qui est bien, c'est que je peux revenir dans mon calcul là, j'espère que vous voyez bien. Je peux revenir dans mon calcul et rajouter un 4. Donc je rajoute un 4 ici, et là normalement je suis à 11,4, etc. etc. Alors cette façon de faire là, elle n'est pas très pratique. Parce que vous apercevez que là, j'arrive même plus à compter mes 4. Il faudrait que je me déplace dans mon truc. Là, je sais même plus si par exemple là j'ai oublié le nombre de 4 que j'avais dans ce calcul-là, ça va être délicat. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a cette petite notation là qui va être très pratique, où on peut justement multiplier 4 par lui-même un certain nombre de fois. Donc quand je fais 4 puissance 12 par exemple, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4 avec ici 12 facteurs égaux à 4. Et la calculatrice me donne tout de suite la réponse, je m'aperçois que je suis dans les 16 millions. C'est pas assez. Donc j'en rajoute encore un. J'en rajoute un. 4 puissance 13. Là, je m'aperçois que je suis à, j'espère que vous voyez bien, on peut enlever le petit 2 du carré. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une fois que tu l'as écrit, tu peux enlever le 2 pour le mettre autre chose. Alors, il faut vraiment utiliser cette touche-là. Là. Je ne sais pas si tu vois ma souris. Cette petite touche-là, c'est pas très gros. Je peux vous le mettre en gros. Est-ce que je peux partager juste la calculatrice? Attendez, je coupe le partage de ça. Je partage juste la calculette. On voit bien. Et là, je me mets en mode bureau. Ici, donc je disais 4 puissance 13. Là, il faut, alors je le refais depuis le début. On clique sur cette touche, on met 4 ici.
on monte le curseur, on décale le curseur à droite, et on se met à 13. Là, on n'est pas assez grand, on est à 67 millions. Donc je rajoute ici un 4 dans mon produit, je suis à 4 puissance 14. Donc là, je suis à la 14e semaine. Je m'aperçois que je tombe sur 26, j'arrive pas à dire, je crois que je suis à 260 millions. Et puis je rajoute encore un 4. Et donc là, je suis à la 15e semaine. Et je tombe sur à peu près 1 milliard. Donc effectivement, la bonne réponse, c'est bien 1 milliard. J'espère que vous voyez. J'ai l'impression que ça a planté. Je relance. Enfin, au pire, je vais remettre le tableau blanc. Pardon, attendez, je me suis perdu dans mes trucs là. C'est ça que je veux faire. Hop, hop. Voilà. Donc ici, au bout de la 15e semaine, et on retrouve ce même résultat avec le tableur que j'ai fait ici. Au bout de la 15e semaine, regardez, j'ai bien, ici, il y a bien 1 milliard. D'accord? Donc ici, il faut répondre 15 semaines. Enfin, à la 15e semaine, en fait. À la 15e semaine. À la 15e semaine, on a 1 milliard de personnes. Alors 15 semaines, je ne sais pas si vous imaginez, mais ça va vite. Hein. 15 semaines, ça fait un peu plus de 3 mois. Hein. Un mois, c'est 4 semaines. 4 fois 3, allez, 4 mois, à peu près 4 mois. Entre 3 et 4 mois, on est à 1 milliard de personnes. Alors, je vous ai mis ici, à la fin de l'énoncé, nota bene, NB c'est nota bene, toute ressemblance avec une situation de l'existence est purement fortuite. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de phrase qu'on voit des fois dans les films, quand le héros, au cas où la vie du héros ressemble un petit peu à une vie d'une personne réelle, on met ça pour se décharger. Donc là, c'est un énoncé qui peut faire penser à une situation existante, et bien entendu, c'est exactement, je pense, vous l'avez compris, la situation qui est en train de se passer. Vous voyez plus rien? Je relance. Je relance. Alors ceci dit, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Pourquoi? Parce que en fait, le taux de reproduction du coronavirus est effectivement pas loin de 4. Il est estimé, il y a une fourchette qui est assez large, entre 1,5 et 5. Les Anglais l'estiment à 3,8, donc quasiment 4. Et c'est ce qui semble se passer à peu près. Avec le confinement qu'on est en train de vivre, ce qui se passe, c'est que le R0 diminue. C'est-à-dire que comme nous, on reste chez nous, si jamais on est infecté, on va infecter beaucoup moins de personnes. Donc là, en ce moment, on est en train de faire baisser le R0 en restant chez nous. Il se passe aussi une autre chose, qui se passera peut-être dans un peu plus de temps, quand il y aura beaucoup de personnes infectées, eh bien en fait, les gens infectés ne vont pas infecter des gens qui sont déjà infectés. Donc ce qui fait que le R0 devrait baisser naturellement si il y a vraiment beaucoup de personnes infectées. Donc ça, c'est pour vous dire que le modèle, il continue pas à se... Enfin ça, c'est un modèle mathématique, mais bien entendu, ce modèle, il a ses limites, notamment si vous réfléchissez bien, à la 17e semaine, ça marche plus. La 17e semaine, ça marche plus. Regardez, on dépasse déjà le nombre de personnes habitant sur Terre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, bon, c'est un exo de maths, ça ressemble un petit peu à la réalité, mais c'est pas tout à fait la réalité, c'est les modèles de mathématiques. Les modèles mathématiques essayent de représenter au mieux la réalité, mais il y a toujours, comment dire, une approximation dans ce qu'on fait. On arrive ici à cette petite diapo, j'espère que vous la voyez bien. Donc ce que j'aimerais bien que vous ayez compris au moins pour aujourd'hui, c'est cette notation-là, c'est ça qu'il faut bien avoir retenu. Quand vous avez comme ça A fois A fois A fois A, vous avez un certain nombre de A qui sont multipliés entre eux, on appelle ça A puissance n. Donc il faut qu'il y ait n facteurs dans notre produit. Par exemple, si j'écris 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça vaut... Ah, c'est figé, je relance. Hop, hop. Ça bloque beaucoup ce matin-là. Là, j'espère que c'est bon. Oui, je vois mon laser. Donc je disais A fois A fois A fois A, c'est A puissance n. Il faut qu'il y ait n facteurs égaux à dans mon produit. Donc par exemple, si j'écris 2 fois 2 fois 2, en termes de puissance, ça s'écrit comment ça? Ça s'écrit 2 puissance 3. Si j'en rajoute un, ça fait 2 puissance 4. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Moi, ce que je veux juste, c'est que vous vous familiarisez avec la notation puissance. 2 puissance 4. Hop, ici. Alors après, je vous avais dit de lire le cours page 82, et après, si vous avancez bien, il y a tous ces exos-là à faire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu le cours. Si vous avez déjà lu le cours, il y a tous ces petits exos-là à faire. 6, 7, 8, 9, 10, etc. Alors faites pas le 11, parce que le 11, c'est un peu plus dur. Bon, pour ceux qui n'ont pas lu le cours, on va le lire ensemble. Alors le cours, il est là. Il est à la page 82 du bouquin. Donc on relit ça doucement. Puissance d'exposant positif.
A désigne un nombre relatif. Donc ça peut être éventuellement un nombre négatif, hein, puisqu'on met relatif, ça peut être -2, ça peut être 3, ça peut être 3,5, etc. N, c'est un nombre entier avec n qui est supérieur ou égal à 2. Alors le produit A fois A fois A fois A, avec dans ce produit n facteurs égaux A, c'est-à-dire qu'il y a n nombres qui ont été multipliés entre eux, est une puissance de A. Donc une puissance de A parce que c'est des A qui sont multipliés entre eux. Et ça se lit A puissance n. Ou A exposant n. C'est deux façons de le lire. Soit vous dites que c'est A puissance n, ou soit c'est A exposant n. L'exposant, c'est le petit nombre qui est en haut à droite. Alors, quelques cas particuliers à connaître. A puissance 0, on verra que ça vaut toujours 1. Alors, je ne sais pas si vous voyez par rapport à la situation précédente, mais ça nous arrange bien, parce que A puissance 0, en fait, on avait ici une personne infectée. Donc quand on met 4 à la puissance 0, on tombe sur 1. Donc cette notation-là, comment dire, est bien fichue par rapport à notre problème qui était tout à l'heure. Donc A puissance 0, ça fait 1. A puissance 1, bah en fait, on pourrait presque le comprendre avec cette notation. C'est un produit où il n'y a qu'un seul facteur. En fait, c'est pas un produit, c'est juste A. Donc si vous avez A puissance 1, c'est qu'il n'y a qu'un seul A qui est multiplié par lui-même. Donc en fait, il n'y a pas de multiplication, donc il y a juste A tout seul. A au carré, ça vous l'avez déjà vu, c'est A fois A, et ça colle bien avec la notation puissance, puisque j'ai deux facteurs égaux à A. A au cube, ou A puissance 3, eh bien ça colle bien aussi avec cette notation. A puissance 3, c'est bien A fois A fois A, A fois A fois A, pardon, A fois A fois A, je m'arrête. Alors, quelques exemples. 3 puissance 5, ben, ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Moins 2 puissance 3, ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc là, c'est bien le moins 2 qui est mis à la puissance. Hein. Donc c'est le moins 2 qui est multiplié par lui-même. Donc ça vaut moins 8. Alors pourquoi ça vaut moins 8? Parce qu'on a 3 facteurs négatifs. Quand vous avez un nombre impair de facteurs négatifs, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu ça en début d'année, quand on a un nombre impair de facteurs négatifs, le résultat est négatif. Puisque moins par moins, ça fait plus, et plus par moins, ça fait moins. Donc si on a 3 moins, ça fera bien un moins. 10 puissance 4, bah c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, autrement dit 10 000. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre de zéros qui est là correspond exactement à l'exposant qui est là quand on a une puissance de 10. Alors faites attention, ça ne marche qu'avec les puissances de 10. Par exemple, quand j'écris 3 puissance 5, je ne suis pas en train de mettre 5 zéros. Mais quand j'écris 10 puissance 4, je mets un 1 suivi de 4 zéros. Propriété. N désigne un nombre relatif. Bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. 10 puissance n, c'est un 1 suivi de n0. Donc ça va être très facile pour les puissances de 10. Quand on a 10 puissance 6, je vais mettre un 1 avec 6 zéros derrière. Quand je vais écrire 10 puissance 9, je vais mettre un 1 suivi de 9 zéros. Bon, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. Je vais vous laisser tous ces petits exos-là à faire. Je vais peut-être pas mettre tout, quoi qu'on se revoit quand même dans 2 jours. Donc je peux vous en mettre pas mal. Ils ne sont pas très durs. Donc vous relisez bien le cours page 82. Là, vous relisez ça plusieurs fois. Et puis je vous laisse faire tous ces petits exos. Là, je les avais préparés, mais visiblement, on n'a pas le temps de les faire. Je pensais qu'on aurait le temps d'avancer un petit peu plus. Faites-moi au moins là jusqu'au 10, je pense. Attendez, le 10, je suis pas sûr. Je regarde le 10 parce que je sais qu'il y en a avec des exposants négatifs. Et ça, je ne vous ai pas expliqué. Alors, est-ce que vous pouvez faire le 10? Oui, vous pouvez faire le 10. Donc, vous pouvez faire 6, 7, 8, 9, 10 là. Et puis, on va devoir se quitter parce qu'il y a les troisièmes qui vont pas tarder à arriver. Donc, vous me faites ça là pendant cette journée. Puis, je pense que je vais vous en mettre sûrement d'autres dans cette liste, dans Pronote. Ils ne sont pas très longs. Hein. Donc, vous relisez le cours et puis vous me faites ça pour la journée. Allez, au revoir à tous. Je coupe l'enregistrement.